Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans La Voix est libre. On dit parfois de certains enfants qu'ils sont très maladroits, pour d'autres qu'ils sont toujours tête en l'air ou encore qu'ils sont fainéants. Mais peut-être font-ils partie de ces 10 à 15% de personnes touchées par ce qu'on appelle des troubles spécifiques des apprentissages, les fameux 10, dyspraxiques, dysphasiques, dyslexiques, ou encore souffrent-ils de troubles du déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité, les fameux TDAH récemment reconnus par les autorités de santé françaises. L'invité de La Voix libre aujourd'hui est un des grands spécialistes français de ces troubles, le docteur Olivier Revol. Bonjour. Bonjour docteur, merci Bonjour, de nous avoir accordé un peu Merci de temps de votre invitation. pour participer à cette émission. Vous êtes chef du service de neuropsychiatrie de l'enfant à l'hôpital neurologique de Lyon et dans cette émission, nous allons prendre le temps d'expliquer précisément ce que sont ces troubles, de comprendre les difficultés rencontrées par ces enfants, mais aussi les difficultés de leurs parents qui nous rejoindront pour témoigner dans un instant. Nous aborderons également à la fin de l'émission les aménagements nécessaires mis en place dans l'éducation nationale pour permettre à ces élèves de suivre une scolarité normale. Alors docteur, je l'ai annoncé en préambule, on a souvent tendance à confondre ces troubles avec de la maladresse ou de la fainéantise, mais non, ce sont bien des troubles spécifiques. Alors, on parle de troubles spécifiques quand effectivement il y a une cause repérable, que ce soit, vous parlez de la maladresse, les difficultés pour apprendre à lire ou pour parler, sont des troubles qui répondent à une définition qui est très précise. C'est-à-dire que ce sont des enfants, 10 ou, comme vous le disiez, avec un trouble d'attention, des enfants intelligents. Je crois que c'est le premier truc fondamental à rappeler à tout l'entourage, qui ont la même motivation que les autres pour réussir, mais qui ont un dysfonctionnement d'une région du cerveau qui, figurez-vous, ne leur permet pas à intelligence égale, de lire comme un autre enfant de son âge, ou de se contrôler, ou de manier le crayon, la règle ou le ciseau. Donc en fonction de la région qui est concernée, ils vont être en difficulté, et c'est un trouble durable. Quand on parle de trouble 10, c'est pas un simple retard qui va être rattrapé, c'est quelque chose qui va le suivre toute sa scolarité et qui va mériter un certain nombre d'aménagements. Alors, trouble neurologique, donc une partie du cerveau. Si on veut simplifier, on peut dire qu'il y a des câbles qui ne passent pas au bon endroit et que du coup, ils sont obligés d'en faire d'autres, ce qui leur fait... ça fait donc beaucoup plus de concentration pour la même tâche. C'est pas mal l'histoire des câbles, c'est un peu ça. Ils ne sont pas forcément câblés, comme les enfants de leur âge, à intelligence égale. Pour, alors, à la louche, l'hémisphère gauche, c'est le langage, la lecture, l'orthographe. L'hémisphère droit, c'est plus l'orientation dans l'espace et la motricité fine, la coordination. Et le cortex frontal, en avant, c'est l'attention, la concentration et être capable de résister à l'impulsivité. Donc des problèmes de câblage dans ces différentes zones que vous venez de citer. Dans ces différentes zones dont on a fait la preuve. Dont on a fait la preuve. Ouais. On ne les confond pas avec des déficiences mentales. Voilà. Il ne faut pas les confondre avec des problèmes psychologiques purs, ce qui arrive aussi, puisque les traitements ne sont pas les mêmes. Exactement. Vous en voyez aussi dans vos services, des gens qui ont des problèmes de comportement pur, on est bien d'accord. Et des problèmes de comportement dus à l'éducation aussi, parce que parfois, quand les enfants diagnostiqués TDAH, au départ, on dit oui, c'est des enfants agités, les parents ne font pas leur boulot, ils ne savent pas les dresser, entre guillemets. Il y a une grosse différence entre ces enfants mal élevés, je prends bien les guillemets, et puis ces enfants qui sont TDAH diagnostiqué. Alors, c'est toute la question. C'est toute la question et qui est fondamentale à comprendre, c'est que un enfant, on va prendre un enfant de 8 ans qui ne rentre pas dans la lecture, qui ne sait pas lire, alors qu'il paraît intelligent. Eh bien, il va falloir, sans a priori, se dire, je ne vais pas dire qu'il est paresseux, ou qu'il est mal élevé, ou qu'il a des problèmes psychologiques. Je vais essayer de vérifier s'il a, les compétences, parce que pour apprendre, il faut des compétences. On les a ou on les a pas. Si on les a pas, on va essayer de les acquérir avec la rééducation. Et s'il a les compétences, alors pour lire dans les compétences, il faut aussi voir, il faut aussi entendre. Donc il faut vérifier tout ça. On verra tout à l'heure, si vous voulez, qu'il y a tout un processus diagnostique qui est extrêmement formaté, formalisé, qui permet de dire est-ce qu'il est équipé pour apprendre. Et c'est seulement quand on a fait ces bilans-là et qu'on s'aperçoit qu'il est bien équipé, il n'est pas dyslexique, il est intelligent, qu'on ouvre un deuxième tiroir qui est de se dire c'est pas une cause instrumentale, ce n'est pas les outils qui servent à apprendre qui ne fonctionnent pas, c'est une cause psychologique parce qu'il n'est pas motivé, parce qu'il n'a pas envie de grandir, etc. Donc une fois qu'on a fait cette démarche diagnostique-là, eh bien on peut se concentrer en disant oui, on a bien vu qu'il a des problèmes spécifiques qui ne touchent que le langage oral pour l'enfant qui ne parle pas ou que le langage écrit, donc c'est-à-dire la lecture et l'orthographe pour l'enfant qui ne sait pas lire ou qui fait des fautes d'orthographe. On a dit 10 ou 15% des personnes en France, enfin dans le monde, qui sont touchées par ces troubles. Ça fait quand même beaucoup. Moi, je dirais plus. Si on additionne... Alors, bien entendu, ils se recoupent. Mais il y a à peu près 10% de dyslexiques dans le monde. Après, vous avez 5% de dyspraxiques qui ont des problèmes avec la motricité, qui sont maladroits, qui ne peuvent pas découper.
tenir un crayon. Et vous avez 5% de dyscalculiques, qui ont des problèmes avec le calcul, et 5% d'enfants qui ont un problème d'attention et de concentration. Donc on est beaucoup, au moins... Alors ils se regroupent. Hein, oui, parce qu'il y en a certains qui cumulent. Honnêtement, il y a près un quart d'une classe qui a des troubles spécifiques des apprentissages. À plus ou moins grave degré. Voilà. Alors, tout à fait. Il y a une espèce qu'on appelle un spectre large. Il y a des formes légères qui vont quand même durer toute la vie, mais qui vont être plus facilement compensées. Et puis des formes beaucoup plus sévères qui demandent tous les aménagements dont on parlera tout à l'heure. Certains spécialistes pensent que cette augmentation du nombre de troubles est due à la vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire le nombre de sollicitations que l'on donne aux jeunes enfants, le nombre d'écrans, la télévision, la multiplication des écrans, que tout va plus vite avec Internet, etc. Qu'est-ce que vous pensez? Alors non, je pense que d'abord, on en parle plus parce qu'on les repère mieux. On les diagnostique plus. Ben oui, la loi, elle date de 2005, donc il y a une information qui a été remarquablement faite dans les rectorats, etc. Donc maintenant, on sait de quoi on parle, donc on les diagnostique plus. Je pense qu'au siècle dernier, quand moi j'étais dans les petites classes, eh bien, c'est des enfants qui étaient un peu vite mis de côté et mis sur des filières, des cancres, des paresseux, des agités, et qui malheureusement n'ont pas pu faire des études qu'ils méritaient de faire, puisqu'ils ont la même intelligence que les autres. Et souvent, ceux-là ont des enfants et ils voient l'histoire qui se répète. Donc, on les repère mieux. Et deux, pour répondre à votre question, qui est effectivement pertinente, c'est qu'il y a quand même tellement de stimulation de partout. Avec les jeux vidéo, nos enfants ont tous plusieurs écrans à la fois en même temps, allumés, etc. Eh bien, si vous avez c'est pas un facteur aggravant. C'est un facteur aggravant, ça vient souffler sur les braises. Oui. C'est-à-dire que si vous avez déjà un déficit d'attention, eh bien, il va flamber. Alors que s'il était tranquillou devant son travail, un livre, ou comme à notre époque, il y avait une chaîne sur la télé en noir et blanc le jeudi, Zorro, eh bien, le reste du temps, on était obligé de travailler. Tandis que là, ils ont trop de stimulation et que forcément, bien sûr, ça vient aggraver les difficultés. À l'inverse, est-ce qu'on ne risque pas de tomber ensuite dans le surdiagnostic ? Ou est-ce que vraiment, c'est vraiment très clairement établi? Non. Il y a peut-être des tests en imagerie médicale aussi qui viennent prouver que certaines zones du cerveau s'allument ou pas en fonction des troubles que l'on a. Tout à fait. Alors, c'est des tests qui ne sont pas encore d'utilisation grand public, qui sont plus basés sur la recherche, mais qui nous ont confirmé qu'il y avait bien quelque chose, comme on le soupçonnait, qui dysfonctionne l'hémisphère gauche pour la lecture, l'orthographe, l'hémisphère droit pour la coordination et le cortex frontal pour l'attention et la concentration. Mais maintenant, on les diagnostique mieux et on a des outils diagnostiques, les neuropsychologues, les psychologues cliniciennes, les orthophonistes, les ergothérapeutes, bref, les psychomotriciens font des tests qui permettent de dire, par rapport à un enfant standard de son âge, eh bien, il n'a pas le niveau dans ce domaine-là. Il est intelligent globalement. Il a un bon QI, on va dire. Il faut toujours le faire. Mais il n'a pas forcément les outils. Mais il n'a pas les outils dans cette spécificité-là. Ou ces outils-là ne sont pas les bons. C'est pour ça qu'il faut faire le QI. Parce que dans le diagnostic de 10, il faut absolument qu'on ait un QI normal. Qu'on ne mélange pas. Vous posez très justement la question, comment faire la différence avec autre chose? On ne peut pas mélanger la déficience globale d'un enfant qui est en difficulté de partout au niveau de son cortex, avec l'enfant 10 qui a juste une région du cortex. Et s'il est en échec scolaire, eh ben c'est injuste parce qu'il a intelligence normale. Voilà pour le diagnostic. Je pense qu'on en a fait à peu près le tour assez rapidement. Mais une fois que le diagnostic et le degré du trouble sont posés, ce n'est pas pour autant que les difficultés disparaissent. Au contraire, disent certains parents, ce n'est que le début d'un long parcours d'accompagnement jonché de difficultés au quotidien. Et pour témoigner de ces difficultés, que ce soit à la maison, avec l'enseignement, les administrations, les professionnels de santé pas toujours formés, nous allons à présent accueillir deux mamans qui vont venir témoigner sur ce plateau, Juliette Berthier et Françoise Raquin. Bonjour mesdames, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes toutes les deux membres d'associations concernant ces troubles spécifiques. Juliette Berthier, vous êtes membre du collectif d'associations 10 dans le Rhône. Françoise Raquin, vous êtes membre de l'association Hyper Super qui, elle, est spécifique pour les enfants atteints du TDAH. Donc vous êtes parent de ces enfants à troubles assez sévères, vous allez nous en parler. Et donc c'est pas vraiment facile au quotidien, Juliette. Effectivement, moi je suis maman de 3 enfants qui souffrent de troubles spécifiques des apprentissages. Et ça n'est pas facile au quotidien parce que ce sont des troubles invisibles. Et on se demande pourquoi la vie est si difficile pour nos enfants. Les miens, par exemple, sont tombés très vite, tout petits, se cognaient, étaient maladroits. C'est la dyspraxie. C'est par là qu'on a commencé à détecter les troubles spécifiques des apprentissages de mes enfants. Ensuite, on est allé sur du trouble de l'attention, de la précocité. Voilà, donc ce sont des enfants qu'on dit multi-10. Parce qu'en plus, voilà, il peut aussi y avoir des hauts potentiels dans les 10. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont parfois
10, TDAH, haut potentiel. Ce sont des gens qui ont un QI au-dessus, mais qui vont avoir des difficultés pour les montrer. Très juste, et ce qui complique la sauce dans un premier temps au niveau du diagnostic, parce que pendant très longtemps, la précocité a permis de masquer la difficulté, et l'enfant est passé à travers les gouttes, et on dit il est intelligent, il pourrait faire mieux, vous avez dû l'entendre Juliette, ça. Absolument. Et puis parallèlement, le côté 10 vient abraser l'impression de précocité et on rate et le diagnostic de précocité et le diagnostic de TDAH ou de trouble ou de dyslexie, dysphasie, dyspraxie. Donc du coup, eh bien, il faut être très vigilant par rapport à ça. Un enfant intelligent en difficulté scolaire, il faut imaginer que peut-être il a un très bon potentiel, mais qui est masqué par des difficultés spécifiques. Pour vous, Françoise Raquin, donc c'est l'hyperactivité qui ressort le plus des difficultés que rencontre votre enfant. Voilà, c'est ça. Il a un trouble de l'attention avec hyperactivité mixte. Donc, hyperactivité sévère, parce que dans l'hyperactivité, on va dire, globalement, c'est ce qu'on voit le plus facilement. Chez un garçon hyperactif, ça bouge, ça saute de partout, c'est compliqué à gérer. C'est ça. Mais il y a plusieurs symptômes dans l'hyperactivité. Il a les troubles de l'attention et l'hyperactivité. Manque de contrôle, impulsivité. Intolérance à la frustration. Les enfants qui se mettent en colère très vite. Qui font 15 colères par jour, à tout casser, nous insulter, nous frapper, qui part en insultant. Je pense que tous les voisins connaissent le vocabulaire qu'il peut avoir. C'est quelque chose de très très lourd et très difficile à vivre au quotidien. Nous encore, j'estime que moi j'ai de la chance parce que le docteur Revol connaît mon fils depuis la naissance, donc il l'a très vite diagnostiqué avec un haut potentiel et avec des troubles de l'attention dès qu'il a pu mettre en place le traitement. Et au quotidien, c'est vraiment très 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 lourd pour toute la famille et pour l'école aussi. Parce que donc il existe des traitements pour les TDAH particulièrement, des traitements qui vont leur permettre, parce que ce sont des enfants qui ont des troubles de l'attention, qui ont du mal à rester concentrés. Certains sont hyperactivité plus, donc eux, il faut les calmer, et certains, il faut leur permettre de se concentrer. Donc tout ça, il y a des traitements, on en parlera un petit peu vers la fin de cette première partie, mais ça existe, et du coup, ça permet de revivre aussi. Ça permet d'alléger un petit peu, mais il n'y a pas que le traitement. C'est pas magique non plus. Alors c'est magique à l'école, parce que le traitement, il l'a en efficacité à l'école, mais il n'est plus efficace quand nous le récupérons. Et là, il explose, et là, on le récupère dans son état normal. C'est-à-dire un espèce de zébulon qui saute partout. Qui fait des colères, qui ne peut pas se concentrer pour faire ses devoirs, qui crie, qui hurle, qui... On peut même dire que c'est des enfants qui, parce qu'il est bien élevé, fait des efforts louables toute la journée pour ne pas trop se faire remarquer, et qui arrivé à la maison présente l'addition à sa maman parce qu'il sait que sa maman va le pardonner. C'est ça. Au moins, il a conscience qu'on a un amour inconditionnel. Juliette, votre enfant, il est multidys aussi. Dyspraxique. La dyspraxie, en quelques mots, c'est quoi? En quelques mots, c'est quand ils sont tout petits. Quand ils commencent à courir, ils courent de manière désarticulée, donc c'est un manque de planification, de coordination et d'automatisation du geste. Donc découper un papier, c'est compliqué, coller des gommettes, c'est compliqué. Faire les lacets. Faire ses lacets, c'est un signe, c'est un symptôme. Alors ça reste compliqué, voire même impossible. Impossible. Voilà, écrire, c'est compliqué, c'est coûteux et c'est même parfois impossible. Le vélo, c'est compliqué, impossible. La natation, c'est difficile. Ça peut être. Après, tout dépend de l'enfant. Hein. C'est vrai que chaque enfant a ses particularités. On appelle ça les multidys. Donc, on a la dyspraxie. La dyslexie, c'est vraiment un problème de lecture. Ouais. On a du mal à lire. On confond les lettres. On mélange, on confond les lettres. La on dysphasie, passe plus de temps à décrypter. Donc on perd du temps dans la lecture. Et au final, on ne comprend pas ce qu'on a lu. On ne comprend pas ce qu'on a lu parce qu'on s'est épuisé à essayer de décrypter et le sens nous échappe. Et la dysphasie, parce que c'est vrai qu'on en a parlé. C'est au langage oral l'équivalent de la dyslexie pour la lecture. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a 3 ans, c'est normal, dit le crin au lieu du train, mais ça va durer pendant un certain temps. Donc c'est un trouble durable. Ce n'est pas un retard de langage simple. Malgré la rééducation orthophonique bien menée, il va continuer à être en difficulté pour faire des phrases. Parfois même à 2-3 ans, ils n'emploient qu'un mot pour faire une phrase. Et après, toute la vie, ça va être quand même compliqué pour mettre en mots dans les rédactions, exprimer leurs émotions. C'est plus compliqué. On va revenir avec vous, Françoise. Donc vous, votre enfant, il est plus TDAH, mais il a aussi quelques 10. Vous, il est plutôt 10, mais il a aussi un petit peu d'hyperactivité. On s'aperçoit que pareil, c'est pas juste une case. Parfois, on en a coché plusieurs. Et ça demande une prise en charge extrêmement compliquée. Très très lourde, on est à 10h30 avec les transports par semaine.
pour les amener dans les différents professionnels. Pour emmener le petit seulement dans les différents endroits où il a besoin d'avoir des soins, puisqu'il est dyspraxique visuo-spatial, donc c'est vraiment au niveau du regard. Ils ont du mal à repérer sur une copie les choses importantes. Il faut leur mettre des codes de couleur, il faut leur apprendre à souligner, parce qu'ils sont perdus dans l'espace page. Il a une dyslexie lexicale, donc il ne se fabrique pas son dictionnaire personnel, il ne reconnaît pas les mots. Il est obligé de déchiffrer à chaque fois. Il ne stocke pas les mots qu'il a lus, et alors que normalement, on doit avoir un lexique. C'est constitué un lexique qui fait que quand on revoit chapeau, on n'a pas besoin de le redécouper chapeau. On dit chapeau, c'est ça, et ça vient tout de suite. Et bien lui, ça ne vient pas. Ce qu'on appelle la lecture globale. C'est la lecture globale, exactement. Il n'arrive pas à l'acquérir. Voilà. Et donc, s'il tombe sur une maîtresse qui est une fan de la lecture globale, ben c'est cuit. Donc c'est là que le lien avec l'éducation nationale est fondamental. Ça, on en reparlera à la dernière partie. Et donc, globalement, vous dites que 10h30, c'est-à-dire qu'il a de multiples rendez-vous avec différents professionnels, et c'est ce que je crois est en train d'essayer de nous faire comprendre Juliette Berthier. Chaque fois qu'elle jouait... On s'est dit qu'une image valait plusieurs mots. Alors pendant que Françoise va vous décliner la façon dont on prend en charge un enfant 10, eh bien moi j'ai sorti les différents intervenants autour d'enfants et de leurs parents, d'enfants qui souffrent de troubles spécifiques des apprentissages. Voilà, donc en fait, pour les problèmes de comportement, pour qu'il apprenne à se contrôler et à aller vers les autres et à se comporter correctement envers les autres, il a 3 heures de thérapie cognitivo-comportementale par semaine. Donc il y va en taxi, ça lui prend beaucoup de temps. On lui donne des trucs, on lui apprend des trucs très simples de la vie quotidienne pour arriver à dépasser ses difficultés. Ses colères. Voilà. Pour surmonter l'échec aussi, quand il joue, il ne s'effondre pas, il arrive à surmonter. Comme il est dyspraxique, il a dû aller voir l'orthoptiste, donc toutes les semaines, c'était 1 heure par semaine. Pour rééduquer la façon dont il porte son regard sur les lignes et pour arriver à lire correctement. Il est dyslexique, donc il devrait voir une orthophoniste, mais là, c'est pas possible. Il a plus le temps. On peut pas lui en rajouter encore, mais on va avoir, en fin d'année, là, on doit refaire un bilan pour voir où il en est au niveau de sa dyslexie. Il est dysgraphique, puisqu'il est dyslexique, donc il a beaucoup de mal à écrire. Aussi. Il est dysorthographique. Voilà. Et puis, il a un haut potentiel, donc c'est très difficile de faire intégrer aux enseignants qu'intellectuellement, il comprend tout très très vite, mais que par contre, en production écrite, c'est très très compliqué. C'est important. Alors on voit qu'il y en a quand même, je sais pas, il y en a peut-être une douzaine ou une quinzaine de professionnels de santé, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, on l'a dit. Effectivement, il y a des paramédicaux, il y a des médicaux, et puis il y a aussi toute la sphère éducative, qui est comptée dedans aussi, avec les professeurs référents. Absolument. Les enseignants référents, l'enseignant qui s'occupe de l'enfant, et puis après, toute cette partie rééducation qui peut être nécessaire pour ces enfants, donc le psychomotricien, l'ergothérapeute, l'orthoptiste neurovisuel, l'orthophoniste, le psychologue pour un soutien psychologique, le neuropsychologue, le médecin spécifique. La maman ? La maman. Alors les parents sont ici, les enfants sont là, et puis après, voilà, donc ça fait... Docteur, c'est important vraiment, le côté, voilà, on a vu, il y a plein de personnels de santé, il y a les personnels enseignants, il y a les parents qui suivent, il y a des psychologues, c'est vraiment important, ce côté pluridisciplinaire. Bien sûr, ça fait quand même beaucoup de personnes pour un C'est une équipe de rugby. C'est une équipe de rugby où chacun a son poste, et puis il faut qu'il y ait un capitaine, c'est vachement important. Absolument. Aussi. Si vous n'avez pas un médecin scolaire, quelqu'un ou le médecin spécialiste, qui fait un peu le chef d'orchestre. Absolument. L'enfant, il est balkanisé dans les différentes rééducations et c'est pas bon. Donc oui, c'est important qu'il y ait ça, mais c'est important aussi de prioriser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire à la fois et comme vous le disiez très justement, il faut savoir qu'est-ce qui est le plus important tout de suite pour commencer plutôt par l'orthophonie. Puis ensuite, on verra après si on lâche un peu l'orthophonie et si on fait de la psychomotricité par exemple. Est-ce que tout ça est pris en charge par la sécurité sociale quand c'est diagnostiqué ? Pas tout. Pas tout. Non, très peu. Voilà, l'ergothérapie n'est pas prise en charge, la psychomotricité n'est pas prise en charge, la psychothérapie n'est pas prise en charge, le bilan neuropsychologique n'est pas pris en charge. Ce qui est pris en charge, c'est l'orthophonie et l'orthopsie neurovisuelle. Donc ça vous fait des dépenses conséquentes qui peuvent aller jusqu'à 500 € par mois. Qui ne sont pas prises en compte par la sécurité sociale. Qui ne sont pas prises en compte. Pour la vie de l'enfant, tout ça, on s'imagine que c'est quand même assez lourd et compliqué, mais les difficultés à l'école vont aussi au-delà de l'apprentissage. Ces enfants avec troubles, mais néanmoins intelligents, on l'a souligné, font souvent face à des moqueries.
Et on va regarder l'exemple d'une phrase sortie d'un exposé fait par un enfant 10 pour expliquer son trouble et sa souffrance à ses petits camarades. « Je ne suis ni nul, ni bête, ni idiot, ne vous moquez pas de mes maladresses, aidez-moi ». C'est le cri d'un enfant dyspraxique, visiblement. C'est quelque chose aussi que vous ressentez, vous, quand votre enfant revient de l'école, vous n'avez plus envie d'y aller parce que ses camarades se moquent de lui? Oui, et il se met énormément la pression. Dans le cas de mon fils, à 4 ans, il nous disait qu'il fallait mieux pour tout le monde qu'il disparaisse. Il y a des enfants d'ailleurs qui font parfois des tentatives de suicide aussi. Je crois qu'on est aussi là pour éviter cette situation-là. J'aime bien une expression qui est prise dans un livre écrit par Roselyne Guillou, qui est l'effet domino. On a vu que c'est un problème neurologique, frontal. Le domino 10 qui fait tomber, donc le domino neurologique, qui fait tomber le domino réussite scolaire, qui fait tomber le domino ambiance familiale, qui fait tomber le domino estime de soi. On n'aurait pas fait tomber le premier, eh bien c'est toute cette cascade qu'on évitait. Donc plus on est interventionniste au départ, eh bien plus on évite ce retentissement dramatique sur l'ambiance et l'estime de soi. Alors on verra dans la dernière partie de l'émission, après le flash, comment on essaie d'accompagner ces enfants à l'école de manière à ce qu'ils puissent suivre une scolarité normale. On va parler de ceux qui passent à côté parfois ou qu'on repère, mais qui ont des troubles, ce qu'on appelle les troubles modérés. C'est-à-dire ce n'est pas des enfants dyspraxiques très très forts, où là on les repère assez facilement, vous l'avez dit, dès l'âge d'un an et demi, 2 ans, où il court bizarrement, où il a du mal à lasser ses chaussures quand il a 4, 5, 6 ans, il a du mal. Les enfants qui ont des troubles, mais avérés, mais modérés, ce qui fait qu'ils sont un petit peu entre deux eaux, c'est un peu compliqué pour ces enfants aussi, et les parents? C'est à la fois compliqué et honnêtement, Frédéric, c'est une chance aussi. Parce que c'est bien d'apprendre à se battre et c'est bien que tout soit pas facile et c'est bien aussi que petit, il sache que parfois, il y a des choses qui sont plus compliquées pour lui que pour les autres. Donc je dirais que ces formes modérées, à condition qu'elles ne soient pas violentes pour lui et qu'on n'ait pas assisté à cette chute de l'estime de soi, oui, ça peut être global. Ça peut être aussi une façon de se dépasser, par exemple qu'on ne retrouve pas chez les enfants précoces qui n'ont pas de difficultés et qui n'ont jamais appris à gérer le problème et à lutter contre des conflits, etc. Donc je pense que les formes modérées sont à risque si à un moment donné personne ne l'a vu, elle est tellement modérée que personne ne l'a vu, le gamin l'a masqué, surtout les filles, c'est un message très important, les filles internalisent les difficultés, une fille qui a un problème d'attention, ça ne se verra pas forcément au premier abord. Donc elles l'ont gardé à l'intérieur et puis d'un seul coup elles vont se retrouver en échec, en particulier en fin du collège, ça c'est ennuyeux. Mais le gamin qui est un peu moins bon pour la lecture ou un peu moins bon pour tout ce qui est moteur, mais qui arrive à trouver des stratégies, ça peut être aussi une chance pour lui. On va parler de la médication pour les TDAH, puisqu'on en a parlé encore récemment. Donc, il existe plusieurs molécules qui sont utilisées depuis de nombreuses années. En France, on ne l'obtient pas comme ça. Donc, le TDAH, je rappelle, c'est les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. L'hyperactivité étant ce qu'on repère le plus facilement quand les enfants sont très agités. Mais il y a aussi un trouble de l'attention, ce qu'on ne repère pas forcément de prime abord. Chez les filles en particulier. Chez les filles en particulier, vous venez de le souligner. Il y a des difficultés de prescription. Enfin, c'est pas facile de s'en procurer de ces médicaments. Oui. On ne donne pas ces médicaments, ce sont des psychotropes, à n'importe qui. Oui, et heureusement d'ailleurs. Il n'y a qu'une seule molécule en France qui s'appelle le méthylphénidate, qui est par contre commercialisé sous 3 noms de médicaments différents. Mais il y a une seule molécule. Et donc, ce sont des médicaments qui sont classés en France parmi les stupéfiants. Donc, ils peuvent être donnés que par un neurologue, un psychiatre ou un pédiatre hospitalier, la première fois. Un clinicien. Et puis ensuite, renouvelé pendant 1 an, tous les mois, par le médecin de famille, mais après, il faut retourner à l'hôpital. Et je pense que cette prescription protégée, elle est nécessaire, même si elle est compliquée parce que les parents ont des difficultés d'accès. Mais au moins, on sait qu'on ne va pas déraper, comme dans les pays d'Amérique du Nord, par exemple, où on en donne trop facilement à des enfants qui n'en ont pas forcément besoin. Françoise, votre enfant a été sous médication? Oui, il l'est encore. Il l'est encore? Oui. Ça vous a changé la vie? Ça l'a beaucoup changé. En tout cas, à l'école, il est interdit sans. La maîtresse le refuse s'il ne l'a pas. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, c'est beaucoup plus facile pour lui au niveau concentration. Il peut travailler en grande section quand on nous l'a proposé. J'ai posé la question à la maîtresse. Elle a juste ouvert la porte de la classe. Il était en train de faire un puzzle et il courait autour de son bureau. Et elle m'a dit j'en ai 27 et c'est comme ça toute la journée. Donc j'ai rappelé le docteur Revol. C'est une grande émotion pour les parents quand ils voient ça pour la première fois. Oui, voilà. Oui. Et donc du coup j'ai rappelé le docteur Revol. Je lui ai dit bon d'accord. Enfin on n'a pas dormi pendant une semaine quand même avant de prendre la décision. Oui, parce que très difficile. Ce ne sont pas des médicaments anodins. Il y a même des parents des fois qui culpabilisent en disant je ne veux pas donner une drogue
à mon enfant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, docteur? Non, c'est un médicament qui est extrêmement bien contrôlé, qui est très bien toléré. On n'a jamais de problème avec ce médicament-là. Le seul truc, c'est bien de le donner au bon enfant, tout simplement. Par contre, c'est un médicament qui agit sur le symptôme, qui ne va pas guérir la cause, puisque la cause, elle est neurologique. Elle ne se guérira jamais, on l'a compris. Elle ne se guérira pas. C'est une béquille qui va permettre à l'enfant d'apprendre les stratégies, le temps nécessaire. Et ça urge, parce qu'en CP, le virage il est en CP, c'est des enfants qui ne sont pas supportés, qui ne rentrent pas dans les apprentissages. Et une béquille, c'est une béquille, c'est-à-dire que ça ne répare pas la jambe, mais ça permet de continuer à marcher le temps que la jambe se répare. Donc on en est vraiment là. C'est un médicament qui, à un moment donné, peut donner un coup de pouce majeur, comme le dit Françoise, et qui permet à l'enfant d'avoir une vie normale, sociale, scolaire et familiale. Parce que le problème du TDAH, c'est que ça joue dans tous les domaines. À la maison, il est insupportable, il n'est plus invité aux anniversaires et il est en difficulté d'apprentissage. Est-ce qu'à la fin, à un moment, on peut s'en passer de sa médication quand l'enfant a un peu grandi, qu'il arrive à mieux se contrôler? C'est même le but. D'ailleurs, chaque année, on remet en question, est-ce qu'on continue le traitement ou pas? Et on vous pose la question à chaque fois. Et c'est les parents qui disent, s'il vous plaît, encore un petit coup, s'il vous plaît. Donc on continue. Mais le but, c'est chaque année remettre sur le tapis, est-ce que ce médicament, il en a besoin, ou est-ce qu'on peut passer maintenant par des thérapies cognitivo-comportementales, par des conseils de guidance ou par des aménagements à l'école? Alors, on ne guérit pas de ces troubles-là, on est d'accord, on les a à vie, mais on arrive avec l'âge, avec la maturité peut-être à mieux se contrôler, à mieux se concentrer, à mieux maîtriser ses gestes, on est d'accord. Pour autant, il y a des adultes qui continuent à être sous médication? Très peu en France, mais on commence à y venir un peu parce qu'il y a des adultes qui se disent mais ça m'aurait aussi changé la vie, pourquoi pas. Ceci dit, on estime qu'à l'âge adulte, l'enjeu il est moins important que quand vous êtes en CP ou quand vous êtes au collège ou au lycée. Donc déjà, on a appris, on a passé les obstacles et l'adulte, après, il est plus capable de trouver des stratégies, on peut l'aider à trouver des stratégies. Mais il y a des adultes qui en ont besoin et ça leur change aussi la vie. En un mot, un spécialiste, un pédopsychiatre également, vient de sortir un livre qui parle de ce médicament comme de la médication de confort pour déculpabiliser les parents et déculpabiliser les enseignants. Alors je sais que ça vous énerve, mais... Je vais répondre pour vous. Donc, non, d'abord, je crois que moi je suis pour la liberté d'expression, donc on a le droit d'avoir tous une opinion, et on partage avec ce monsieur l'opinion que tous les enfants agités ne doivent pas avoir ce traitement-là. Par contre, là où malheureusement je ne suis pas du tout d'accord, c'est que c'est bien d'avoir des convictions, on en a tous, c'est pas bien d'avoir des certitudes. Et d'affirmer, comme il l'a fait à la fin de son livre, le TDAH n'existe pas, je pense que c'est blessant pour les parents et c'est à l'encontre de ce que dit la science. Donc, bon, bref, il a le droit de ne pas être d'accord, je respecte son choix. Ceci dit, si il veut nous convaincre que tous les enfants n'ont pas besoin d'emblée de traitement, c'est certain. Et d'ailleurs, tous les enfants TDAH n'ont pas besoin de traitement d'emblée. Mais dans certains cas, honnêtement, ne pas leur donner, c'est vraiment dommage pour eux et c'est à risque pour leur évolution future. Dommage pour eux, dommage pour les parents, dommage pour les enseignants. Et puis effectivement, il existe différentes béquilles. Donc c'est des béquilles sous forme de médicaments, mais il y a aussi des béquilles sous forme associative. Donc on est là aussi en tant que représentante des associations, de familles et d'amis, de personnes qui souffrent de troubles spécifiques des apprentissages. Et ça peut être une béquille, notamment pour les parents, pour venir échanger. Avec les associations. On en reparlera dans la deuxième partie puisqu'on arrive au terme de cette première partie de l'émission. Je vais remercier Françoise Raquin d'être venue avec nous, Dr Revol et puis Juliette Berthier, vous allez rester avec nous pour la deuxième partie. Mais comme il est midi passé de quelques secondes, c'est l'heure du flash, on va faire donc une courte pause. Juste après, on se retrouve pour cette deuxième partie de l'émission. On abordera donc les aménagements scolaires prévus pour les élèves souffrant de ces troubles ainsi que la sensibilisation et la formation des professeurs. Mais tout de suite, c'est le Flash Info. Il vous est présenté aujourd'hui par Claire Pin. Bonjour Claire. Merci Claire, on vous retrouve ce soir pour le 19-20. Deuxième partie de La Voix libre avec notre invité, le docteur Olivier Revol, spécialiste des troubles spécifiques des apprentissages comme les 10 ou encore les déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité. On retrouve aussi Juliette Berthier qui fait partie de l'association Collectif 10 du Rhône. Et un dernier invité nous a rejoint sur ce plateau, il s'agit d'Adrien Ferreira de Souza. Bonjour, vous êtes conseiller pédagogique ASH à l'Académie de Lyon. C'est quoi un conseiller pédagogique ASH? Alors d'abord, merci pour l'invitation. ASH, adaptation scolaire et puis scolarisation des enfants handicapés. Et donc, votre rôle, c'est de former les enseignants à ces troubles, justement? Une de mes missions fait partie, justement, c'est de former ces enseignants, alors à la fois sur le premier et sur le second degré, sous différents dispositifs. Je dirais que l'ensemble du dispositif, c'est géré par un groupe académique. Le groupe académique qui est composé donc, de médecins, d'associations, de médecins scolaires, assistantes sociales,
Donc on a déjà aussi une équipe qui est pluridisciplinaire au sein de ce groupe académique. C'est nouveau cette prise en charge collective de ces troubles-là, ça ne se faisait pas il y a quelques années encore. Alors c'est, comme l'a dit M. Revol tout à l'heure, c'est vrai que c'est lié aussi à la loi de 2005, qui est un petit peu à la genèse de tout cela. Et puis, pas sans savoir que l'éducation nationale est aussi en très grande mutation. On a depuis donc 2 ans maintenant une loi depuis juillet 2013 qui redéfinit les compétences des professeurs des écoles. Et dans ces compétences-là, On leur demande d'avoir 4 nouvelles compétences, dont une qui est de la prise en charge de ces élèves un petit peu à besoins spécifiques, besoins éducatifs particuliers. Puisque nous, on va parler plutôt de besoins éducatifs particuliers plutôt que de troubles. Nous sommes spécialistes de la pédagogie en tant qu'enseignants. Donc en tant que spécialistes de la pédagogie, on travaille à partir de besoins, même si on prend en compte les troubles tels qu'ils sont définis par les médecins. Alors, je vais juste vous demander de repousser légèrement votre micro parce que vous tapez dessus. Je pense que ça doit être absolument désagréable. En quoi ça consiste cette formation à ces enseignants ? Alors, on a différents types de formations. D'abord, la formation continue, donc pour les enseignants qui sont déjà en poste. Dans la formation continue, on intervient à la fois dans le premier et dans le second degré. Dans le premier degré, on intervient sur des formations de circonscription, donc par zone, qui sont souvent, c'est une proposition qui est faite à une zone pour les enseignants. Les enseignants qui sont volontaires viennent s'y inscrire. C'est volontaire, hein, c'est pas obligatoire, on est d'accord. C'est volontaire. Après, on peut aussi proposer des formations qui sont établissements. Donc même dans le premier degré, on propose des formations spécifiques sur une école qui en fait la demande. Voilà pour le premier degré. Dans le second degré, alors il y a aussi l'échelon académique. Donc au niveau académique, on propose des formations pour l'ensemble des personnels. Donc ça dépasse aussi le contexte enseignant. Ça concerne les conseillers pédagogiques, ça concerne les inspecteurs, ça concerne globalement, vous vous mettez à la page. Nationale. Globalement, vous vous mettez à la page en disant voilà, ces troubles spécifiques, voilà, on sait que ça existe. Et aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que les professeurs soient formés, informés, sensibilisés. Il y a des aménagements pour ces enfants. Là aussi, j'imagine que vous formez les professeurs à leur dire, voilà, pour tel type de 10, il y a ce type d'aménagement, etc. C'est comme ça que ça fonctionne ? Un des grands points de la formation, c'est aussi de faire connaître les outils qui sont à leur disposition. Dans l'ensemble des outils qui sont mis à leur disposition, alors avant de parler de MDPH et de toute cette MDPH, c'est la maison départementale. Maison des personnels des personnes, alors maison départementale et métropolitaine maintenant, des personnes handicapées, on a rajouté un M. Oui. Voilà. Avant de parler de cela, on a tout ce qui est aménagement pédagogique qui font maintenant partie intégrante des compétences des professeurs des écoles, puisqu'il y a une compétence qui a été rajoutée spécifiquement là-dessus. C'est-à-dire pour les dyspraxiques, les autoriser à avoir un ordinateur par exemple, pour les dyslexiques, leur permettre de plus de temps, il y a un tiers-temps, c'est ça ? Voilà, ça c'est l'aménagement des examens. Mais avant même de proposer tous ces aménagements-là, on a des outils spécifiques pour la scolarisation de ces élèves-là, entre autres le PAP, qui est donc très récent, qui sera mis en place à la rentrée de septembre 2015, plan d'accompagnement personnalisé. C'est un outil donc, qui est tout neuf, puisqu'il est paru en février. Ce document est un ensemble de propositions pédagogiques à disposition des enseignants. C'est un outil qui peut se mettre en place donc, à la demande des parents et qui se met en place en équipe éducative. Toutes les propositions sont faites dedans. Il est relativement simple d'utilisation. On a maintenant les outils qui sont mis à la disposition des enseignants qui sont faciles à utiliser. La complexité, je dirais, dans l'univers éducation nationale, c'est de se retrouver au milieu de tous ces outils. Auxquels ils ne sont pas forcément habitués, ces professeurs. Voilà, auxquels on n'est pas forcément habitué. Pour répondre à ça, le ministère propose un guide qui s'appelle le guide de l'école inclusive. Dans ce guide de l'école inclusive, on explique justement tous les outils qui sont mis à disposition. Le PAP, le PPRE, le PAI et le PPS. Donc le PAP, le plan d'accompagnement personnalisé. Le PPRE, le plan personnalisé de réussite éducative. Le PAI, le plan d'accompagnement individualisé. Ça, c'est super technique en fait. Non, mais sur ces aspects-là, même sur ces aspects-là, tous ces aspects sont déclinés dans cette brochure qui tient en 8 pages, dans lequel on a l'ensemble des informations nécessaires pour les parents, entre autres, parce que c'est difficile de s'y retrouver. Ce sont des outils. La difficulté, alors, pour l'obtention de ces aides, de ces aménagements, on va en reparler avec vous, Juliette, mais la difficulté de ces aménagements, elle tient en fait aussi à l'ultra-personnalisation, parce que chaque enfant a un trouble différent, à un degré différent, parfois un multi-trouble.
Et du coup, c'est pas si tu es dyslexique, c'est ça la méthode et ça va fonctionner à tous les coups. Exactement. Et c'est ça la force de ce qui se passe, cette collaboration avec l'éducation nationale, qui est vraiment pas de la langue de bois, parce que ça marche vraiment. Et je trouve que depuis 10 ans, sous l'influence du rectorat à Lyon, ils ont une boîte à outils. Il n'y a pas qu'un outil, c'est une boîte à outils qu'on va essayer de personnaliser. Et comme Adrien le disait très justement, nous, les spécialistes, eh bien, on parle du trouble et on vient expliquer ce qu'est ce trouble. Et en face, nos amis enseignants disent, par rapport à ce trouble, nous, on a les outils pour finalement s'adapter aux besoins spécifiques de cet enfant-là. La maman, Juliette, et puis nous, on arrive en complément aussi, en disant mais qu'est-ce qui est possible de faire, voilà. Qu'est-ce qui est possible. Est-ce qu'ils sont faciles à obtenir ces aménagements? Est-ce que tous les professeurs jouent le jeu? Est-ce qu'il faut les sensibiliser? Est-ce qu'il y en a certains des fois qu'il faut les voir plusieurs fois, par exemple? Alors c'est compliqué, non, c'est pas facile de mettre en place les aménagements. L'aménagement spécifique à chaque enfant et c'est compliqué pour chaque professeur. C'est compliqué parce qu'il faut mettre en place une véritable concertation avec tous les acteurs autour de l'enfant. Donc il y a l'éducation nationale, les praticiens, les parents, et puis ensemble on échange sur qu'est-ce qui est possible de mettre en place. C'est ça. Et puis, comme me disait Monsieur Ferreira, il y a aussi cette boîte à outils. Finalement, on va s'emparer de quoi? Du PAP, du PPRE, du PPS, du PAI. Donc tout ça, c'est extrêmement compliqué parce que même si les praticiens, même si l'éducation nationale a les outils, après, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on met vraiment en place, effectivement, comme vous le disiez, pour personnaliser ces adaptations à l'enfant? Alors, à qui est-ce qu'on doit s'adresser quand on est parent et qu'on a... son enfant qui a un de ces troubles, qui a été diagnostiqué, et à qui est-ce qu'on doit s'adresser pour dire où je vais avec mon gamin, vers qui je dois me tourner, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que mon enfant ait une scolarité plus normale que ce qu'il a aujourd'hui? Alors, d'abord, en amont, votre enfant ne lit pas, votre enfant ne parle pas, ou votre enfant est maladroit, c'est le médecin de famille qui va voir les yeux, les oreilles, le machin. Bon, bref, après, on a fait le diagnostic. Il fait faire le diagnostic en orientant chez le psychomotricien, etc. Le diagnostic est posé. À ce moment-là, on travaille avec l'école, avec le médecin scolaire. Et les médecins scolaires sont quand même formés depuis longtemps par rapport à ça, pour essayer de voir si on peut, à l'intérieur de l'école, c'est suffisant, mettre en place l'aménagement. Si ça n'est pas, après, on peut avoir recours à des centres de référence, des troubles d'apprentissage, comme il y a dans le CHU, ou des réseaux qui sont mis en place en ville. Mais ce qui est très important, on le disait tout à l'heure, il faut qu'il y ait un chef d'orchestre qui organise tout ça. Le chef d'orchestre? Médecin scolaire, le pédopsychiatre, le neuropédiatre, mais quelqu'un qui a une vision globale de l'enfant et qui est capable de travailler avec l'école et avec le médecin scolaire. Et puis ce chef d'orchestre peut être accompagné, bien entendu, du parent. Enfin voilà, c'est le parent aussi qui peut donner l'impulsion. C'est important aussi, cette pluridisciplinarité. Si, je crois que si on est tous là, c'est que c'est fondamental. C'est-à-dire que les associations de parents sont pour nous des partenaires à égalité avec l'éducation nationale. Comme on est tous ensemble. D'ailleurs, on est tous ensemble dans les groupes spécifiques de travail au rectorat. Donc voilà, on est ensemble, on avance groupés. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc c'est ça le but du jeu. Et les parents, ce qui a changé quand même considérablement, et vous pouvez confirmer ou non, Juliette, c'est que pendant très longtemps, les parents étaient considérés un peu comme les ennemis, aussi bien de l'école que des spécialistes, et maintenant, au contraire, on se sert des parents comme co-thérapeutes. C'est-à-dire que les parents interviennent, mais quelles que soient d'ailleurs les problématiques des enfants, mais interviennent au quotidien pour accompagner, aider, et on partage finalement notre expérience, parce qu'on n'a pas le même regard les uns et les autres, et on n'a pas la même efficacité les uns et les autres. Et ces regards sont complémentaires, et c'est ce qu'on appelle la coéducation. C'est justement dans ce travail en complémentarité qu'on trouve justement les meilleures réponses, parce que c'est là qu'on est les plus performants et qu'on arrive à trouver les adaptations qui sont justement les plus opérantes, parce qu'à la fois, nous, on ne fera jamais le travail des parents, on ne fera jamais le travail des médecins, et donc on a besoin aussi des informations qui nous reviennent des parents, des médecins et de tous les personnels qui travaillent avec l'enfant pour que la prise en charge soit la plus adaptée possible. Après, on a des ressources chacun différemment. Donc, pour les professionnels de l'éducation nationale, il y a des choses qui sont mises en place. Pour les praticiens aussi, et puis pour les parents aussi. Et pour les parents, ce qui existe, encore une fois, ce sont les associations. Comme me disait très justement une maman, une association, c'est une porte ouverte. C'est la porte d'entrée, selon vous, aux vraies informations, aux vraies personnes ressources, par exemple? C'est une porte ouverte pour aller vers des personnes ressources qui ne sont pas forcément dans les associations que l'on peut trouver à l'éducation nationale ou encore une fois chez les praticiens. Mais cette porte ouverte, comme elle me le disait, c'est une porte ouverte dans le mur
sur lequel nous, les parents, on se cogne en permanence quand on a un enfant en situation de handicap. L'idée, c'est d'éviter l'errance médicale, parce qu'il y a trop de parents qui ont traîné, qui sont allés dans des endroits qui n'étaient pas adaptés pour le gamin, parce que c'est pas un endroit où on connaît particulièrement cette spécificité-là. Et quand les gens téléphonent à la permanence de l'association, on va leur dire allez directement là, et vous allez gagner un temps précieux. Je pense Absolument. que ce rôle-là, il est Absolument. fondamental. Plus les ressources que vous apportez au niveau de la bibliographie, des articles, etc. Monsieur Ferreira Souza, vous nous avez parlé donc des différents dispositifs avec des termes un peu compliqués. Vous avez l'air tous d'accord, on a l'impression un peu que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais parfois quand on lit dans les forums de parents, on sent qu'il y a quand même quelques difficultés. Tous les enseignants, dans l'enseignement primaire, c'est pas un problème, c'est un enseignant généralement pour un enfant. Dans les collèges et les lycées, il faut que tous les professeurs soient au diapason, c'est pas forcément le cas. C'est compliqué parce que c'est ce que je disais en préambule, c'est vrai que c'est récent. On rentre dans quelque chose qui est nouveau pour l'ensemble de la communauté éducative, pas seulement d'ailleurs les enseignants. C'est aussi vrai pour tous les personnels qui sont éducation nationale. On sait qu'on a un gros travail à faire en formation, mais on s'y attelle et c'est notre travail au quotidien. Et on le voit aussi par les dernières circulaires. Là, on parlait justement du pape. Voilà, il y a beaucoup de modifications qui sont récentes, qui visent justement à cette meilleure prise en compte et cette meilleure prise en charge de ces enfants. Alors c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver dans cette nébuleuse, mais il y a aussi d'autres propositions qui sont faites, et on parlait du guide de l'école inclusive, qui est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Sur la formation des enseignants, c'est vrai que la route est encore longue, mais on est tous là, puisqu'on s'appuie aussi sur le travail qui est fait avec les parents et avec les spécialistes, entre autres, du corps médical, pour aller de l'avant, et on est, je crois, sur le bon chemin. Le bon chemin. Ouais. C'est ce que vous pensez aussi, Absolument. Juliette, des mots de la fin? Absolument. Vous dites que c'est compliqué. Nous, les parents, on dit que c'est difficile, mais que c'est possible. Et on est là, les associations, pour attester que oui, c'est possible et que les enfants peuvent accéder à des adaptations, effectivement, si on travaille avec et pas contre. Mot de la fin pour vous, docteur. Alors, effectivement, une avancée considérable depuis 10 ans, honnêtement. Alors, bien entendu, je comprends que les parents soient un peu impatients, on aimerait que ça marche tout le temps. Il y a un problème, mais ça, je l'ai dit à nos amis inspecteurs, à améliorer, c'est que les parents qui me disent l'année d'après, il faut tout recommencer. Et donc, je pense que c'est dans la transmission d'une année à l'autre, quand on passe du primaire au secondaire, ou même à l'intérieur du secondaire, pour que les parents n'aient pas l'obligation de tout refaire. Mais globalement, quand même, moi, j'ai vu vraiment dans les 15 dernières années une transformation radicale. Écoutez, merci Merci beaucoup. Merci. Le chemin à parcourir reste encore jalonné de petits soucis, mais visiblement vous en êtes conscient et c'est bien. Je vais tous vous remercier d'avoir participé à cette émission, parce qu'on arrive à son terme. J'espère qu'elle aura permis à vous, téléspectateurs, d'en savoir un petit peu plus sur ces troubles spécifiques des apprentissages. Je vous rappelle que l'émission, vous pouvez la retrouver en replay sur Internet, sur rhône-alpes.france3.fr, et que sur cette page-là, vous aurez tous les liens utiles vers les associations. Docteur Olivier Revol, Monsieur Ferrara et Madame Berthier, merci donc d'avoir participé à cette émission. Avant de se quitter, je vais vous donner les programmes de cet après-midi sur France 3 Rhône-Alpes. Tout à l'heure, à 15h20, le doc du samedi vous emmènera sur le Mont Blanc, à l'endroit où, à 16 ans d'intervalle, 2 avions de ligne se sont écrasés, ne laissant aucun survivant, mais marquant fortement les esprits des habitants de Chamonix. Et puis à 16h15, dans Chronique d'en haut, Laurent Guillaume vous présentera la famille Terraz, une famille qui, sur 4 générations, s'est transmise la passion de la photographie de la montagne en général et du Mont Blanc en particulier. Enfin, samedi prochain, ce sera une voix libre grand format et grande région qui vous sera proposée. Christian Deville débattra avec ses invités d'un sujet préoccupant pour notre région Rhône-Alpes, celui de la qualité de l'air. Ce sera donc samedi prochain, grand format à 11h. Passez une excellente après-midi sur France 3. À très bientôt et prenez soin de vous.